Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Monsieur Mathieu Ricard, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui et d'avoir votre interview pour nos auditrices et nos éditeurs de notre émission Libre-Échange qui parle de la santé. Aujourd'hui, vous avez sorti un livre qui s'appelle Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance aux éditions Nil. Est-ce que vous pourrez nous en parler? Qu'est-ce que l'altruisme? Qu'est-ce que l'altruisme? Écoutez, c'est simplement c'est la bienveillance, c'est le désir d'accomplir le bien d'autrui, et il faut que cette motivation soit votre but, soit le but ultime, et non pas simplement de faire un acte qui soit, disons, bénéfique à autrui, mais avec l'idée, dès le départ, d'en retirer quelque chose, c'est-à-dire que votre motivation principale soit centrée vers vous et non pas vers l'autre. Donc l'altruisme, c'est centrer vers l'autre, c'est souhaiter son bien, c'est mettre en œuvre tous les moyens pour l'accomplir. Ça peut aller très bien de pair avec votre propre bien-être, mais la motivation doit être dirigée vers autrui. Alors justement, parce que vous parlez de bien-être, aujourd'hui nous vivons dans un monde qui est de plus en plus accéléré, où on doit prendre des décisions très rapidement, où de plus en plus on ressent les gens qui développent un certain égoïsme, vais-je dire. Quelle peut être l'action justement de l'altruisme sur le bien-être, sur l'être humain et sur la santé? D'abord, l'altruisme, c'est dirigé vers les autres. Donc, essayez déjà de voir qu'est-ce que ça pourrait nous faire à notre santé, à notre bien-être. C'est déjà commencer à avoir un côté instrumental de l'altruisme, c'est-à-dire de calculer quels pourraient être les bienfaits pour nous. Alors, il s'avère que, disons, l'altruisme est effectivement quelque chose qui, en même temps, vous apporte de grandes satisfactions, que les gens qui, par exemple, font du bénévolat ou s'occupent des autres, on s'aperçoit, dans le cas des personnes âgées, qu'elles ont meilleure santé et que même elles ont une longévité accrue. Simplement, c'est des corrélations. On ne sait pas si ils ont une longévité accrue parce qu'ils ont été fait de l'altruisme et du bénévolat, ou si c'est parce que c'est des gens qui ont une grande vitalité et qui, de ce fait, se sont mis à disposition des autres. Donc, toujours été, il y a une corrélation qui existe. Mais encore une fois, ne perdons pas, essayons pas toujours de ramener les choses à soi. L'altruisme, c'est simplement, évidemment, les gens ne sont pas 100% altruistes ou 100% égoïstes. Il y a des moments et des motivations et des actions qui sont clairement destinées au bien d'autrui. C'est ça l'altruisme. Il peut y avoir d'autres moments où on fait des choses pour soi qui ne sont pas forcément égoïstes. Le fait de respirer, de vouloir être heureux et de vivre longtemps, c'est pas égoïste. C'est la poursuite de l'existence. L'égoïsme, c'est de faire quelque chose pour maximiser ses propres intérêts au détriment d'autrui, ou en étant totalement indifférent au sort d'autrui, c'est-à-dire parfois en les instrumentalisant pour maximiser nos intérêts. Ça, c'est de l'égoïsme. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un double accomplissement du bien d'autrui et du nôtre, en bonus, si vous voulez, mais c'est simplement une conséquence secondaire. De surcroît, ça nous fait du bien, mais il ne faut jamais que si c'est le but principal, on n'est plus dans l'altruisme véritable. Alors, dans votre ouvrage Plaidoyer pour l'altruisme, aux éditions, je rappelle, Nil, il y a une histoire qui est très intéressante, que j'ai trouvé très intéressante, un exemple très intéressant, qui est l'histoire d'un Indien qui s'appelait Sanji Bunker Roy. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, ça montre aussi, parce que souvent, en Occident notamment, on avait cette idée à l'époque, l'altruisme, une sorte de sacrifice, qu'il fallait que ça vous fasse mal, et que si par hasard ça vous fait du bien, on dit oui, mais c'est pas de l'altruisme, parce que vous voyez, ça vous fait du bien. Encore une fois, si ça vous fait du bien de surcroît, et de façon, disons, non calculée, pourquoi pas, tant mieux, tout le monde est gagnant. Donc Bunker Roy est un ami cher, qui était d'une grande famille indienne, il a fait une très grande éducation, ses parents le destinaient au plus haut poste dans l'administration indienne ou dans la Banque mondiale, etc., etc. Quand il a eu 18 ans, dans les années 60, il y a eu une grande famine en Inde, dans la province du Bihar, et il y a des amis de Gandhi qui se sont impliqués avec les jeunes pour faire venir beaucoup de jeunes. Donc lui, il s'est porté volontaire avec un groupe d'amis pour aller aider un peu dans les villages, dans cette famille. Ça l'a complètement transformé sa vision de l'existence, et il est revenu voir ensuite sa mère et ses parents en disant voilà, je ne vais pas poursuivre ce que je fais, je veux aller travailler dans les villages. Donc sa mère lui a demandé pour faire quoi.
je vais travailler comme ouvrier non qualifié pour creuser des puits. Donc sa mère a failli tomber s'évanouir. Et ses frères ont dit, écoutez, c'est pas grave, vous avez heure, au bout de 3 semaines, il va revenir, c'est ce jeune idéaliste de 18 ans, il reviendra. Le fait est qu'il n'est pas revenu, et maintenant ça fait 40 ans qu'il a mené toutes sortes de projets extraordinaires. Il a commencé par creuser 300 puits avec ses mains, mais il a dit qu'il pouvait mieux faire, et donc il a organisé des villages pour la collecte d'eau de pluie, il a formé des grands-mères illettrés par centaines à devenir ingénieurs solaires, il a ce qu'il appelle le collège des Va-Nu-Pieds qui est entièrement, il y a une centaine de personnes qui travaillent là, qui étudient, mais qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont des gens, ils viennent des terroirs, et tout l'ensemble est fonctionne à l'électricité solaire, etc., etc. Donc maintenant, il a un rayonnement mondial, il travaille dans 50 pays où il forme justement ses grands-mères illettrées pour devenir ingénieur solaire, et il fait des choses formidables. Et alors, pourquoi l'altruisme? Parce que, si vous voulez, ce qui aurait pu paraître un sacrifice aux yeux de ses parents qui se destinaient aux plus hautes fonctions, pour lui était un accomplissement. Ça aurait été de croupir dans une administration qui ne lui convenait pas, qui aurait été un sacrifice. Et donc, ce qui semblait un sacrifice à certains était pour lui une source d'épanouissement. Oui, effectivement, c'est un bel exemple. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la course à la mondialisation, et ben on peut se rendre compte d'une chose, c'est que bien que il faille gagner sa vie, on peut chacun, tout à chacun, avoir des projets qui soient orientés en respect par rapport à la nature, par rapport à l'autre, tout en s'épanouissant. Oui, mais je veux dire, oui, parfois ça peut vous coûter quelque chose. Mais si vous estimez que ce coût en vaut la peine, c'est plus une perte, c'est un gain. De toute façon, il faut cesser de calculer ça par rapport à soi. C'est-à-dire, est-ce que vraiment l'altruisme va m'apporter quelque chose ou pas? L'altruisme est destiné à autrui, ça peut vous faire du bien, ça peut ne pas vous apporter des bienfaits particuliers, mais laissons l'altruiste dans son propre monde. Nous avons des motivations neutres, nous avons des motivations égoïstes, et nous avons des motivations altruistes. Et l'altruisme se définit comme étant orienté vers autrui. Bon. Alors, dans votre ouvrage Plaidoyer pour l'altruisme, justement, est-ce que pour vous, ça n'a pas été un petit peu un moment de faire un peu le point sur votre vie, de faire une introspection, comment dirais-je, d'aller plus profondément vers la philosophie, vers le bouddhisme, vais-je dire? Personnellement? Oui. Écoutez, moi, ça fait 40 ans que je vis dans l'Himalaya auprès de grands maîtres spirituels. Ça, c'est une autre affaire. Moi, je veux dire, j'ai passé des années en stade solitaire dans la montagne. Et effectivement, là, je poursuis une vie contemplative, guidée et inspirée par mes maîtres spirituels, notamment Dilgo Khyentse Rinpoche et Kanglo Rinpoche, deux très grands maîtres tibétains. Et là, c'est une autre histoire. Maintenant que, pour des raisons de circonstances, je suis revenu dans la fin des années 90, je suis revenu en Occident. D'abord, c'était déclenché par un dialogue que j'ai fait avec mon père, Jean-François Revel, et qui m'a un peu ramené sur la scène occidentale. Et donc, si vous voulez, les circonstances ont fait que je me suis dit, j'ai essayé de partager un peu, disons, de faire un petit peu un pont entre les valeurs de la vie contemplative et la rigueur de l'approche scientifique occidentale sur différents sujets. Et l'inspiration, par exemple, d'une certaine tête Dalai Lama, qui, depuis des années et des années, essaie de promouvoir de manière séculière et laïque les valeurs fondamentales, les valeurs humaines fondamentales, et notamment l'amour et la compassion. Je me suis dit que c'était effectivement quelque chose dont nous avions éminemment besoin dans notre monde moderne, et que si simplement un moine bouddhiste comme moi disait ça n'avait pas beaucoup de poids. Par contre, si je faisais un travail de recherche multidisciplinaire qui montrait aussi bien dans l'évolution, dans l'enfance, chez les animaux, etc., l'existence et les bienfaits de l'altruisme, et que j'étayais tout ça sur plus d'un millier de références scientifiques, je pense que ça a plus de chances d'être écouté et d'engendrer, disons, de participer, d'ajouter ma goutte d'eau à un mouvement qui va vers davantage d'altruisme au niveau individuel et au niveau de la société. Donc c'est essayer de rendre service à la société que j'ai travaillé pendant 5 ans pour faire cet ouvrage qui est gros, mais j'ai fait de mon mieux. Mais bon, là, c'est pas la fin du monde, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de
le maximum de données sur ce sujet. Alors, je recommande bien évidemment votre ouvrage que je me suis délecté de lire. Donc, je rappelle Plaidoyer pour l'altruisme aux éditions Nil. Alors, vous êtes également, vous menez des actions caritatives, vous menez pas mal d'actions. C'est votre côté altruiste. Et notamment, vous avez l'association Karuna Chechen. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, ça fait, au début, moi je vivais avec 3 fois rien, l'équivalent, je sais pas, de 30-40 euros par mois pendant plus de 20 ans. Dans les ermitages, je m'en portais très bien. Et puis, voilà, quand j'ai eu ce dialogue avec mon père, Jean-François Revel, le moine de philosophe, qui a eu un certain succès, donc je crois qu'ils en ont vendu, je sais pas, de 300 000 exemplaires. Donc j'ai vu qu'il allait y avoir des ressources qui allaient venir de mon côté. Donc je me suis dit, voilà, j'en ai pas besoin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire quelque chose d'utile avec ça. Donc j'ai commencé un nombre de projets humanitaires, et puis pour préserver la culture, l'héritage culturel des Himalayens. Et puis, j'ai un peu formalisé ça un peu plus tard, quelques années plus tard, en créant cette association. Karuna, ça veut dire compassion, et Chechen, c'est le nom du monastère. Et puis, de fil en aiguille, d'abord, il y a d'autres livres, puis des philanthropes qui se sont joints à nous, des amis qui se sont portés volontaires. Et maintenant, nous avons réalisé 130 projets dans l'Himalaya. Aujourd'hui, nous traitons 100 000 patients par an dans les cliniques que nous avons construites, plus d'une trentaine de cliniques, aussi bien au Tibet, au Népal et en Inde. Nous avons 25 000 enfants dans les écoles que nous avons construites, et donc voilà, il faut trouver chaque année près de 2 millions d'euros pour faire marcher tout ça. Et donc c'est à ça un peu que je passe le plus clair de mon temps, puisque je suis basé au Népal et que je voyage donc en Inde et au Tibet. Très bien. Mathieu, je vous remercie beaucoup et j'invite nos auditrices, nos auditeurs donc de parcourir votre ouvrage Plaidoyer pour l'altruisme et également d'aller sur le site internet sur lequel ils trouveront votre association Karuna Chechen, donc que nous recommandons. Mathieu, je pense que là vous allez repartir très prochainement au Tibet. S'il y a un message à faire passer à nos auditrices et auditeurs de notre émission Libre-Échange, ce serait lequel pour le mot de la fin et de la conclusion? Qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de transformation de l'esprit, et que quel que soit notre degré initial d'altruisme, ce n'est qu'une sorte de ligne de base, et que comme toute capacité, que ce soit d'apprendre à lire, à écrire, à faire du vélo, jouer aux échecs, les capacités peuvent se cultiver, peuvent arriver à un état plus optimal, et qu'il en va de même de l'altruisme. J'encourage tout à chacun d'essayer de cultiver cet altruisme en soi et de le partager autour d'eux. Mathieu Ricard, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt. Libre-Échange, Sylvain Blondin. Libre-Échange, Sylvain Blondin.